Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que vous êtes bien reposés dans cette journée de repos parce que là on va rattaquer avec du lourd l'étape numéro 10, étape peut-être de bordure entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. On va revenir un petit peu sur le parcours, on parlera des coureurs de la région aussi, et puis on parlera de mes favoris, puis du programme télé pour cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous voulez soutenir mon travail de solution, soit vous n'avez pas les moyens et dans ce cas-là, pas de problème, vous allez cliquer le plus rapidement possible sur des miniatures, comme ça permet de mettre en avant les vidéos, c'est pour ça que la petite cloche est intéressante. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, encore une fois, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étape numéro 10. Bon, en temps normal, on dirait étape toute plate, pas de carotte pour les baroudeurs, donc sprint massif, étape un peu ennuyante, étape chiante, bon, voilà. Parce que oui, il y a 0 point pour le classement de la montagne, parce que très clairement il n'y a que le sprint intermédiaire. Non, c'est pas la journée la plus passionnante, non. Normalement, quoi. C'est une journée qui peut être assez chiante. Sauf que la dernière fois qu'on est passé à Saint-Amand-Montrond, c'était un petit peu la même configuration du côté du Tour de France. On a eu des coups de bordure dans tous les sens, ce qui a eu des conséquences pour le général du Tour. Et que là, eh bien, on pourrait avoir la même chose. C'est-à-dire que certes, j'ai envie de dire, la première heure de course risque de ne pas être très passionnante. La première heure et demie de course, va peut-être pas être très passionnante. Mais par contre, ensuite, à partir de Vierzon, dans la deuxième moitié de parcours, waouh, vraiment, ça risque d'être sport. Ça risque d'être sport. Si vraiment la météo que j'ai vue, c'est vraiment ce qui va se passer, ça risque d'être sport, ça risque d'être nerveux, comme disent les Flamands. Et il va falloir faire attention parce que la particularité de Cher, de l'Indre, hein, c'est qu'on est quand même sur des endroits où vous avez des grandes plaines dans le sud en plus, de ces départements qui sont très ouvertes, où vous êtes en plein vent. Et là, dans ces zones-là, quand vous êtes en plein vent, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de haies, il n'y a quasiment pas de haies, il n'y a quasiment pas de petits bouts de forêt. Ça veut dire que c'est du plein vent. Et comme, en plus, il y a assez peu de communes qui vont être traversées aujourd'hui, à partir de Vierzon aussi, là, c'est l'idéal. C'est l'idéal, vraiment, pour faire des coups de bordure. Donc, il va falloir faire très, très, très attention pour les leaders. Cette étape pourra avoir des conséquences pour le général. Du côté du dénivelé positif, 874 mètres, c'est-à-dire que c'est la 18e étape ex aequo dans ce classement, donc étape en ligne, la plus simple, la plus plate pour ce Tour de France. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Vous voyez, c'est très très plat sur cette journée entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. 187 km pour ce lendemain de journée de repos. Donc la remise en route ne devrait pas être trop compliquée sur les premiers kilomètres. Après, sur la deuxième moitié d'étape, ça pourrait être un petit peu plus musclé. Que dire? Il faudra faire quand même attention. Donc sprint intermédiaire à Romorantin. Ça sera au kilomètre 57,5, on sera donc à 130 km de l'arrivée. Il faudra faire également attention, une petite bosse à Bruyères-Alichamps, parce que je rappelle que Saint-Amand-Montrond est dans une cuvette. Donc c'est-à-dire que pour aller à Saint-Amand-Montrond, vous avez des faux plats montants, hein, grosso modo, c'est pas des grosses bosses, hein, c'est du faux plat montant, c'est du 2-3%. Mais sur un parcours qui est absolument rectiligne, il faut faire attention à ça. Puis surtout, on arrivera très vite en fait sur Saint-Amand-Montrond, parce que la descente est très très rapide. Et là, il faudra faire attention de ce côté-là. On regarde les difficultés du parcours, les difficultés techniques du parcours. Alors parfois, on va passer pas très loin de la Sologne, avec en début de parcours, hein, à la sortie d'Orléans, avec pas mal d'arbres, des routes bombées à cause des racines également. Donc ça, il faudra faire attention.
même si ce sont des routes plates, il peut y avoir voilà, une route un peu comme ça, un peu inégale. Il faut faire attention au niveau de cette sortie d'Orléans, vraiment, où les routes, certes, sont larges, mais pas toujours lisses. Voilà, hein, parfois vous avez des petites variations comme ça, et ça peut provoquer des chutes. Attention également dans la partie de course à la sortie de Romorantin, je dirais surtout à partir de Menthou-sur-Cher jusqu'à Vierzon, on aura parfois des zones techniques dans cette portion-là. Donc pendant ces 40 km là, c'est-à-dire on va avoir certes des routes qui seront la plupart du temps très larges, mais avec parfois des traversées de communes qui seront assez étroites. Je pense notamment à Menthou-sur-Cher. Donc là, il faudra faire attention. Traversée de Vierzon également un petit peu technique. On prendra le pont du côté de Vierzon, donc c'est entre 95 et 90 km de l'arrivée. Il y a la rentrée en fait dans Vierzon est technique. On passera notamment par le pont qui est au-dessus des chemins de fer, qui s'appelle le pont de Toulouse. On passe également dans le pont qui est au-dessus du Cher, qui lui est beaucoup plus étroit. Il y a une petite chicane, enfin il y a un petit, pas vraiment une chicane, mais on va passer un moment par une petite route un petit peu étroite. Donc là, il faudra faire attention. Ensuite, bon, sur le reste, on est sur des très belles routes à partir de Vierzon. Par contre, ce sont des routes dégagées du côté de cette étape, donc il faudra faire attention. Vous savez qu'on a 3 portions dans cette étape. Vous avez la première portion, on va dire en bordure de Sologne, plutôt bien protégée, pas trop de soucis. On est sur des routes larges, à part voilà, des routes un petit peu bombées à cause des racines. Vous avez la deuxième portion, Romorantin-Vierzon, où là vous êtes sur des routes le long du Cher tout le temps, sauf que parfois on a des passages dans les communes qui sont étroites. Et puis ensuite, la portion entre Vierzon, l'arrivée, alors là on est sur des belles routes, par contre on est complètement à découvert, c'est-à-dire on est complètement en plein champ, il n'y a pas énormément de communes qui vont être traversées en plus, donc là il faudra faire très attention avec le vent, avec les possibilités de bordure. Donc du côté de Saint-Amand-Montrond, vous le voyez, on arrivera en descente. Hop là, je vous mets le petit plan. Donc là on est en descente, hein. Là c'est la fameuse route de Bourges, donc c'est une très belle route, hein. Mais là c'est de la descente, donc c'est une descente vraiment à haute vitesse, on va atteindre les 100 km/h, quasiment jusqu'ici, jusqu'au rond-point, même un petit peu après le rond-point, on pédale pas des masses, hein. Donc on va arriver très vite aux 3 km, et ensuite à partir de là, bon bah il va falloir que tout le monde se regroupe. Il y aura ce rond-point ici, il faudra faire attention. Je crois que c'est un rond-point ici, ou si je sais plus si c'est un rond-point, une intersection, ce virage-là. Ensuite, vous voyez jusqu'à la flamme rouge, on est sur une avenue très rectiligne. Et là, ensuite, dans le dernier kilomètre, vous allez avoir 3 virages. Le premier, je dirais, à 110 degrés. Le deuxième est quasiment une épingle. Le troisième, 120 degrés. Donc là, il faudra faire attention. Ouais, même 90, hein, même pas 120 degrés, 90. Là, c'est 110. Ouais, et là, il faudra faire attention dans cette zone-là. On sera avant les 500 mètres, et ensuite on aura une dernière ligne droite, je crois qu'il fait 650 mètres. Mais voilà, cette portion là entre le kilomètre et 650 mètres de l'arrivée, il faudra en faire attention avec ces 3 virages, ce qui n'est absolument pas habituel dans une étape de Tour de France. Donc voilà, et puis vous voyez que sur le final on sera plutôt bien. Pour moi la descente elle est plus dans cette zone là que ce qu'ils indiquent du côté du plan. Peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, vous avez de la descente encore là, hein. Pour moi, dans cette zone-là, vraiment, la descente s'arrête quasiment. On est rentré dans Saint-Amand-Montrond. Là, il y a un Intermarché, je crois, qui est ici. Vous êtes quasiment au niveau de l'Intermarché quand la descente s'arrête, pour moi. Enfin, mais là, si vous regardez, c'est indiqué tout plat. Pour moi, c'est pas totalement tout plat de ce côté-là. On regarde un petit peu la carte, mais surtout voilà, je vous disais, hein, donc première portion jusqu'à Romorantin, ensuite Romorantin-Vierzon, et toujours le long du Cher, il faut faire attention. Puis après Vierzon jusqu'à Saint-Amand, on est vraiment complètement à découvert, hein, dans ces zones-là. Donc là, il faudra faire attention. Du côté de cette étape, beaucoup de choses à voir. Bon, déjà, vous avez de la chance, vous avez un local de l'étape. On commence du côté d'Orléans. À Orléans, vous avez plusieurs
éléments à voir, notamment la cathédrale Sainte-Croix. C'est pas la plus belle cathédrale de la région centre, c'est la cathédrale de Bourges, certains diront la cathédrale de Chartres, mais c'est quand même un beau monument, construction entre 1601 et 1829, c'est un style gothique, néo-gothique. À l'intérieur, vous avez des reliques de la Sainte-Croix. Il y a quasiment eu 6 siècles de construction, ça a pris beaucoup de temps avant de se construire. Elle est devenue cathédrale royale depuis que Charles II le Chauve et Robert le Pieux, fils du Capet, et Louis VI le Gros, ils furent sacrés rois de France à l'intérieur. Alors, longue construction qui fut toujours soutenue par les rois de France, notamment Henri IV et Louis XIV. Jeanne d'Arc vient prier à la cathédrale le 8 mai 1429. Et depuis chaque 8 mai, une messe solennelle en son honneur y est célébrée pendant les fêtes multicentenaires de la délivrance d'Orléans par la pucelle d'Orléans. Parce que bien entendu, Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Tiens, on peut en parler juste après. On parle déjà du parc de la Source, pardon. Donc après la cathédrale, vous avez le parc de la Source. Vous avez les quais de Loire aussi, avant. Les quais de Loire qui ont été refaits dans les années 2000. C'est un peu comme les quais de Seine. C'est vraiment un lieu, on va dire, de fête. Les quais d'Orléans avec pas mal de jeunes étudiants qui sont dans la faculté d'Orléans, qui passent... Voilà, les jeudis soirs, vendredis soirs, on le sait, les fêtes étudiantes du côté d'Orléans. Donc voilà, à côté de la Loire, vous avez 3 ponts. Là, on voit l'un des anciens ponts. Il y a un pont un peu plus neuf, le pont de l'Europe, qui est un petit peu plus loin également, du côté des quais à Orléans. On continue avec le parc de la Source, parc floral de la Source, qui est le lieu touristique le plus visité du Loiret. En même temps, c'est pas comme s'il y en avait 150 dans le Loiret. Mais voilà, qui est un parc floral qui a été construit assez récemment. En 63, voilà, donc quand même récent par rapport à la cathédrale. Parce qu'on voulait faire urbaniser, on va dire, l'extérieur d'Orléans, donc tout le quartier de la Source. Le quartier de la Source, il est vraiment à l'extérieur d'Orléans. Et donc l'idée était de faire un parc pour garder un petit peu d'espace vert dans cet endroit-là. Voilà, c'est le premier site touristique du Loiret. On peut y flâner à la découverte des collections végétales et profiter des nombreuses animations et activités proposées du côté de la Source. Et puis on termine, on parlait de Jeanne d'Arc, bien entendu, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Avec les fameuses fêtes, j'ai oublié le nom, les fêtes joanniques, voilà, création 1432 pour célébrer Jeanne d'Arc qui, bien entendu, est passée par Orléans, où on va dire que les rois de France étaient un peu dans ce lieu, enfin c'est un lieu important Orléans à cette époque, au moment de la guerre de 100 ans. Qui a réussi donc à libérer Orléans, Jeanne d'Arc selon la légende, et qui est présidée chaque année par une personnalité, par tradition, par le président de la République l'année suivant son élection, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps, parce que je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit passé par Orléans. Et les fêtes suivent un rituel établi depuis 1855 qui consiste principalement à un défilé dans les hauts lieux de la ville où Jeanne d'Arc est passée. Une jeune femme est choisie chaque année pour incarner cette dernière. Alors le problème, c'est comme Jeanne d'Arc était une personnalité qui a été quand même récupérée par le RN, parce que je rappelle que le 8 mai, chaque année, il y avait à une époque Jean-Marie Le Pen. Vous vous souvenez cette phrase « Jeanne, sauve-nous » C'était à Orléans. C'était un 8 mai également. Comme c'est une figure française qui a été récupérée par le RN, chaque année, c'est une horreur pour faire ces célébrations depuis. Une année, ils avaient choisi je crois que c'était une fille métisse qui avait genre 14-15 ans, il y avait eu un lever de bouclier dans tous les sens. Voilà, donc c'est une fête qui est désormais compliquée à faire depuis quelques années. La montée du racisme en France, elle date pas de 2024, elle date un petit peu d'avant. On poursuit avec donc ces fêtes, bien entendu, la place Jeanne d'Arc. Enfin, la place, c'est Métro, je crois. Vous avez cette statue Jeanne d'Arc
qui est au milieu d'Orléans. Hein. Là, vous avez les grands magasins, enfin les grands magasins, les magasins du côté d'Orléans. Vous avez le marché de Noël aussi qui est dans ce coin-là. Donc c'est là où il y avait le fameux Jean-Marie Le Pen. Voilà, Jeanne, sauve-nous. Donc de ce côté-là, on poursuit avec cette visite du Loiret, du Cher et de l'Indre, avec Ligny-le-Rideau et son château. Voilà, donc ça on est à la sortie d'Orléans, sortie d'Orléans à Ligny-le-Rideau, on est à 20 km d'Orléans même. Alors, village qui comporte l'une des rares briqueteries en fonction de Sologne, la tuilerie de la Bretèche. Vous avez un vieux four à briques désaffecté datant de 1890. Et vous avez donc le four et le séchoir qui sont monuments historiques depuis 1999. Et vous avez des châteaux et des manoirs. Alors même si on a des châteaux et des manoirs, ce ne sont pas des châteaux de la Loire. Hein, c'est pas Chenonceau, c'est pas Chambord. On est loin de cette zone-là des châteaux de la Loire. Mais en dehors des châteaux de la Loire, dans le Loiret, dans le Loir-et-Cher, dans le Cher même, vous avez quelques châteaux comme ça qui sont souvent des lieux également de chasse à courre, parce que la Sologne, c'est aussi les grandes propriétés de Sologne avec l'engrillagement, même s'il y a des lois qui sont passées. Et donc ce bâtiment est inscrit au monument historique depuis 1991. On arrive là, dans le Loir-et-Cher, la suite, avec Nain-sur-Beuvron. Vous avez le château de Nain-sur-Beuvron, le château de Villebourgeon, qui lui a été construit donc au XVIIe siècle. C'est un style Louis XIII, site qui a été occupé par des moines dès le XIIe siècle, et le manoir primitif date du XVe siècle, château actuel qui a été construit par la famille de Nicolas Gontaut. Et donc ça a été revendu au marquis de l'Astérie en 1820, et puis à Robert Constant Bouillet de l'Écluse, avocat et homme politique français, dont l'héritier en est l'actuel propriétaire. Donc voilà, le château de Nain-sur-Beuvron, inscrit au monument historique depuis 1979. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur le site du Tour de France. Puis bon, Franck Ferrand devrait, je pense, donner des informations. On l'a vu également dans un film, qui n'a pas fait un carton, hein, l'école buissonnière de Nicolas Vanier, avec François Cluzet. Nicolas Vanier, qui est plutôt d'Aubigny-sur-Ner, donc un petit peu plus haut. C'est un personnage, oui, bon, l'amour des animaux, on y repassera un petit peu avec Nicolas Vanier. Hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus longtemps. On poursuit avec Romorantin. Lantenay. Et Romorantin, Lantenay, pourquoi je vous en parle? Alors c'est bizarre parce que sur le Tour de France, ils n'en parlent absolument pas de ce site. Donc c'est pour ça que je vais en parler, parce que bon, pour moi c'est quand même un lieu important de Romorantin. C'est le musée Matra, le musée de l'automobile Matra, parce que déjà je l'ai visité et il est très très bien. Vous pouvez retrouver l'espace F1, qui, je rappelle, à l'intérieur il y a vraiment un moteur de Formule 1, c'est pas qu'un concept car, voilà, il y a vraiment un moteur dedans. Matra, pourquoi? Parce que c'était l'emblème un petit peu de Romorantin, constructeur automobile français des années 60 jusqu'à 2000, parce que c'est jusqu'à l'Avantime où ensuite Matra s'est arrêté. Donc au départ, constructeur de modèles mythiques, notamment dans les sports mécaniques, hein, vous voyez, avec toutes ces voitures qui ont gagné, notamment pour certaines aux 24 heures du Mans à la fin des années 60, début des années 70. Matra qui a également gagné en Formule 1 avec Jackie Stewart, même si c'était pas vraiment un moteur Matra à l'intérieur, c'est un moteur Cosworth. Et vous avez donc l'espace F1, parce que je rappelle que Matra a créé l'espace, le Renault Espace a créé les monospaces avec Chrysler et son modèle le Voyageur. Mais en Europe, c'est Matra qui a 8D, qui au départ l'a proposé à Peugeot. Peugeot n'en voulait pas, c'est Renault qui a récupéré le Renault Espace. Peugeot s'en a un petit peu mordu les doigts. Et puis donc ensuite, la carrière de Matra s'arrêtera, 2002, avec l'Avantime, qui sera un échec commercial, et ce qui fait que l'usine fermera. Mais à la place, on a créé un musée où vous avez des expositions régulières. Cette année, ce sont les modèles italiens, notamment des Lamborghini. Vous pouvez retrouver du côté de Matra, du côté de Romorantin. À Romorantin, on a aussi, vous pouvez retrouver des informations sur le site du Tour de France, l'hôtel Saint-Paul, la maison François Ier,
Et puis vous avez l'hôtel de ville, également, qui est classé monument historique depuis 1994. On continue une vingtaine de kilomètres après avec Menthou-sur-Cher, qui est une commune connue notamment pour son andouillette. Il y a quelques coins d'andouillette dans la région, mais aussi connue pour ses remparts. Voilà. Donc vous pouvez traverser la commune comme ça avec beaucoup de remparts érigés sous le règne de Philippe II et sous la seigneurie d'Hervé II de Vierzon, percée de 4 portes carrées. Voilà, et 5 tours rondes se trouvent sur les courtines. La fosse a été comblée. Au sud, le Cher forme une défense naturelle, bien entendu, c'était de l'eau. Et les remparts ont sans doute été une partie démantelée après les guerres de la Ligue, mais vous avez toujours des bouts de remparts. Il y a même une porte à un endroit du côté de Menthou-sur-Cher. On poursuit, on arrive du côté de Vierzon assez vite. Obligé un petit peu de parler de Vierzon. Là, vous voyez le fameux pont qui sera emprunté. Quand je vous parlais d'un pont étroit, c'est celui-là qui est étroit. On va l'emprunter dans le sens... les coureurs passeront dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. Donc les rues sont un petit peu étroites. Du côté de Vierzon, alors ville industrielle, Vierzon, c'est un petit peu le Roubaix ou le Lens du Cher. Vierzon qui à l'intérieur a un musée de Vierzon, tout simplement. Les mecs avaient tellement un boulard qu'ils se sont dit on va faire un musée de Vierzon. Alors vous avez à l'intérieur l'histoire du chemin de fer, parce qu'il y avait c'est un pôle au niveau rail très important, Vierzon. Vous avez également un musée de porcelaine, parce que c'est aussi une région de porcelaine et de verre, de grès également. Et toute cette zone-là industrielle a été réhabilitée depuis quelque temps, est en cours de réhabilitation. Oui, je vais y arriver. Et puis, bien entendu, vous avez le canal de Berry. Alors là, le canal de Berry, on va le prendre à plusieurs reprises. Canal de Berry ouvert à la navigation entre 1829 et 1841. Vous pouvez y faire également de la marche à pied, du vélo. Ce canal de Berry qui s'étend sur plus de 320 km, c'est le canal le plus étroit et l'un des plus longs de France. Connu ses heures de gloire, bien entendu, à la fin du 19e siècle, où le trafic atteint plus de 1 600 000 tonnes annuelles de marchandises. Mais bien entendu, comme c'est un gabarit étroit, et bien, au bout d'un moment, ça a posé du problème. Mais vous pouvez le longer avec le canal de Berry à vélo. Vous pouvez y faire du vélo sur tout le long. Et bientôt, ça va permettre de relier Tours à Montluçon. Voilà, vous allez pouvoir faire du vélo. Et vous voyez cette photo-là du canal du Berry, vous avez peut-être pu la voir il y a quelques temps sur YouTube. C'était au moins il y a 2 ou 3 ans. Parce que Berry Tourisme faisait énormément de vidéos sur YouTube, de pubs sur YouTube. Et moi, à chaque fois que je mettais YouTube, j'avais une pub de Berry Tourisme. Donc avec des images notamment du canal de Berry. Et petite particularité, alors c'est aussi la ville de Marc Sarraut, voilà, qui est également le sprinter Marc Sarraut qui vient de Vierzon. Quelques cyclistes quand même, et on se souvient qu'il y avait une étape, l'étape la plus longue presque des 20 dernières années, avec la victoire de Matej Mohoric sur une étape de 247 km. Voilà, ça avait été quand même une très très grande journée. On poursuit du côté du tourisme. On passe à Reuilly. Reuilly, c'est la ville qui accueille, qui a accueilli, je ne sais pas si on peut dire de cette manière-là, mais la ville de Reuilly, c'est là où est mort Yves du Manoir. Yves du Manoir, pour les fans de rugby, ça doit vous dire quelque chose. Bien oui, parce que Yves du Manoir, c'est déjà le nom du stade de Montpellier. Vous aviez également le challenge Yves du Manoir, le stade Yves du Manoir qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques, notamment pour le hockey sur gazon du côté de Colombes, qui a été pendant quelques années, je crois, le stade du Racing, avant l'aréna de la Défense, et qui, Yves du Manoir, était certes rugbyman, mais également militaire
et il devait passer sa dernière épreuve du brevet de pilote et il s'est tué en passant cette dernière phase du brevet de pilote. C'est là aussi où dans le cimetière de Reuilly repose l'anarchiste Marius Jacob, et en fait Marius Jacob, ça a inspiré à Maurice Leblanc le personnage d'Arsène Lupin. Voilà, donc vous avez deux personnes importantes, et ça c'est la stèle que vous pouvez voir, la stèle de Yves du Manoir. Reuilly a également quelques vignes du côté de Reuilly. On continue avec Issoudun dans l'Indre, avec la tour blanche d'Issoudun, qui est une ancienne tour d'un château autrefois couronné de Our, qui a été élevé au XIIIe siècle par Richard Cœur de Lion, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre, dans le centre-ville d'Issoudun. Il a été récemment restauré. La tour est le théâtre d'un beau spectacle nocturne dédié à la chevalerie, les légendaires d'Issoudun, 28 mètres de hauteur et de murs de 4 mètres d'épaisseur. Autant vous dire que si vous voulez faire un trou à la perceuse, c'est un petit peu compliqué. On poursuit du côté de cette étape avec des dernières attractions touristiques. Là, vous voyez, à l'image, c'est l'abbaye de Noirlac, une magnifique abbaye. On est à une vingtaine de kilomètres de Saint-Amand-Mauron, construit fondée en 1136. Elle se nomme alors Maison Dieu et prend le nom de Noirlac, parce qu'il y a un petit étang qui s'appelle comme ça, qu'en 1290. C'est vraiment un des lieux touristiques importants du Cher, qui a été restauré il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez des vitraux modernes, vous avez les bâtiments qui s'organisent autour d'un cloître réservé aux moines, qui permettent d'accéder à l'ensemble des bâtiments, parce que c'est vrai que vous pouvez le visiter. Il y a aussi des moines à l'intérieur, c'est un petit peu troublant de ce côté-là. Et puis on arrive à Saint-Amand-Mauron. Saint-Amand-Mauron, lieu d'arrivée. Alors à Saint-Amand-Mauron, vous avez comme lieu de patrimoine, particularité de Saint-Amand-Mauron, la ville de Julien Lafilippe, bien entendu. Vous avez le pôle cyclisme, qui a sorti quand même quelques talents du côté de cette commune. La forteresse de Mauron, alors là vous êtes au sommet, hein, quand je vous dis vraiment de Saint-Amand-Mauron, c'est en cuvette, là vous comprenez bien l'idée de la cuvette, qui est en fait une forteresse, qui était en fait un château qui est pris en 1361 par les Anglais lors de la guerre des 100 ans. Il est reconstruit au siècle suivant par Charles II d'Albret. Et à l'époque, il y avait 12 tours d'enceinte et un donjon rond de 40 mètres et de 16 mètres de diamètre. Et ensuite, jusqu'au XVe siècle, Mauron sur la rive droite et le château d'Orval sur la rive gauche formaient un véritable verrou sur cette vallée du Cher. Les propriétés de Sully en 1606 et en 1651, au cours de la Fronde, la forteresse passée aux mains du Grand Condé va subir un siège de 11 mois avant de capituler. Et ensuite, la forteresse est démantelée après la Révolution, monument historique depuis 1988. Et puis, vous avez également un bâtiment beaucoup plus moderne qui est la Cité de l'Or. Bâtiment complètement en verre, qui a porté chance notamment à un certain Carlos Sastre, qui avait remporté le Tour de France en 2008. Oui, parce que Saint-Amand-Mauron, c'est un lieu d'orfèvrerie. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette cité de l'or a été construite. Alors à l'intérieur de cette cité de l'or, vous avez notamment une salle de spectacle, vous avez un musée, vous avez également des salles de réception, et au sommet, vous avez un diamant fictif tout en haut, qui est symbole de l'orfèvrerie, de la bijouterie saint-amandoise, du côté donc de Saint-Amand-Mauron. Et on termine avec le plat du jour, la spécialité locale. C'était pas en photo, donc je vous ai trouvé une magnifique photo. Alors vous avez bien entendu de l'andouillette dans le coin. Vous avez aussi par exemple les sablés de Nancy, ça c'est pas très loin de Vierzon, c'était des petits gâteaux, des petits sablés excellents. Mais vous avez la spécialité, on va dire classique, la spécialité ancestrale du Berry, qui est le pâté berrichon ou pâté de Pâques. Le pâté berrichon, c'est le truc le plus lourd de l'histoire. C'est-à-dire que vous donnez ça à une anorexique, elle prend 15 kilos. Les mecs se sont dit, le pâté en croûte, c'était trop léger. Alors, on va faire... Donc, c'est une sorte de pâté en croûte dans l'idée, hein, mais en tout empire. C'est-à-dire que vous avez une farce à l'intérieur,
qui est placé dans de la pâte feuilletée et on met des œufs durs. Voilà, parce qu'on s'est dit la farce était encore trop léger, donc il fallait rajouter la pâte feuilletée parce que c'était pas encore assez gras et on rajoute de l'œuf. Voilà, et donc c'est un plat alors qu'on peut servir d'une salade verte, mais alors à ce niveau-là, quand tu as pris déjà 55 kg, la salade verte, c'est plus obligatoire. Et puis bien entendu, vous pouvez le boire avec soit du vin rouge, du vin blanc, pourquoi pas un bon Sancerre, notamment, ou un vin de Mentou Salon aussi. Mais ça c'est un petit peu plus au nord, du côté du département du Cher. Donc voilà, c'est vraiment le truc le pire, vraiment. C'est l'un des trucs les plus lourds au monde, ce pâté berrichon. Allez, on regarde tout de suite la météo pour cette étape, après cette grande découverte touristique de la région. Vous allez avoir des conditions climatiques qui ne vont pas être faciles, ensoleillé en début de journée, puis un temps orageux. Et oui, c'est un petit peu particulier sur cette étape, le temps qui va devenir de plus en plus orageux au fil et à mesure de la journée. Ça commence vraiment à devenir très orageux à partir de 17h. Donc pile au moment de l'arrivée des coureurs, mais surtout ça va avoir une importance au niveau de la température, 27-30 degrés, mais un ressenti proche des 35 degrés, et surtout au niveau du vent, on va avoir un vent tendance ouest-sud-ouest, qui au départ va être léger à partir d'Orléans, on aura plutôt 15-20 km/h, et plus on va descendre, plus le vent va être fort, avec des pics entre 25 et 45-50 km/h, un vent, donc toujours ouest-sud-ouest, c'est-à-dire parfois de côté, c'est-à-dire parfois 3/4 d'eau, et c'est-à-dire 3/4 d'eau à partir de Vierzon. Il faudra faire très attention dans les 100 derniers kilomètres parce qu'on est tout le temps à découvert. On n'est plus du tout protégé dans cette zone-là. Donc là, il faudra faire attention au niveau des bordures. C'est peut-être une étape où on va avoir des écarts du côté du classement général entre les trois favoris pour le moment de ce Tour de France. On regarde tout de suite la partie histoire. Du côté de l'histoire du Tour de France, ah oui, l'histoire du Tour de France à Orléans. Alors, il y a eu quelques arrivées à Orléans, notamment du Tour de France. La dernière en 1974 avec la victoire sur l'étape numéro A, enfin sur la première demi-étape de Eddy Merckx, mais qui avait été battue l'après-midi sur le contre-la-montre par Michel Pollentier en 74. C'est quand même un Tour de France bien réussi par Eddy Merckx. C'est une ville qui avait bien réussi aux Belges en 74, puisqu'il avait remporté également la première étape de Paris-Nice dans cette même commune. Parmi le Tour de France, eh bien, il y a eu une arrivée aussi, donc voilà, en 74. Sinon, on a pas mal d'étapes de Paris-Nice qui sont arrivées à Orléans. La dernière, c'était la victoire de Fabio Jakobsen en 2022. On a vu également un autre coureur de la Soudal Quick-Step à l'époque, parce que Jakobsen en 2022 était à Soudal Quick-Step. C'était Tom Boonen en 2012 qui s'était imposé. Cipollini également en 94 avait réussi à s'imposer sur cette étape. Et puis dernière étape qui est partie d'Orléans, c'était en 2001, c'était l'étape numéro 19 entre Orléans et Évry. Sur cette journée, c'était une étape plate, de manière assez surprenante, la veille de l'arrivée. Le contre-la-montre avait eu lieu un vendredi. Et entre Orléans et Ivry, c'était Eric Zabel qui s'était imposé face à Stuart O'Grady et Roman Zwanstein sur une étape qui était, oui, là il y avait 1022 mètres de dénivelé positif. On partait d'Orléans pour aller à Ivry. Oui, il n'y avait vraiment rien comme difficulté. Hein. C'était difficile là aussi de faire plus plat sur cette journée, sur cette étape. Du côté de l'arrivée, à Saint-Amand-Montrond, s'en est passé des choses à Saint-Amand-Montrond. Alors déjà, il y a eu des championnats de France junior. Tiens, chez les garçons, ça a été Victor Lafay qui s'était imposé. Chez les filles, Evita Music. Des coureurs qu'on retrouve désormais du côté du haut niveau. On se souvient également de la victoire, enfin du fameux contre-la-montre de 2008. Contre-la-montre de 2008 qui avait été sensationnel en termes de suspense entre Cadel Evans et Carlos Sastre. Bien entendu, l'étape de 2013 avec la victoire de Marc Cavendish, mais ces coups de bordure qui avaient coûté très cher à la Movistar, notamment à Rui Costa et à Alejandro Valverde.
sur cette journée. L'équipe Movistar qui avait pris complètement l'eau sur cette étape, ça avait été une catastrophe. Et Cavendish qui avait battu Sagan et Mollema sur cette étape. Voilà, en 2013, c'était pas l'année la plus simple, je crois, pour Cavendish. Et ça partait de Tours. C'était un petit peu la même idée de parcours. Hein. On passait notamment déjà, les 30 derniers kilomètres sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on passait par Châteauneuf-sur-Cher, l'abbaye de Noirlac, pareil, Saint-Amand-Montrond dans le final. Donc c'était un petit peu la même idée. Même si l'étape faisait 20 km de moins. Voilà. Et puis, ça me permet aussi de parler de cyclisme féminin. Il y avait une grande course de cyclisme féminin qui était à Saint-Amand-Montrond. C'était le Trophée d'Or, mais qui n'existe plus depuis 2016. Voilà. Mais qui était une course importante en été. Au mois d'août, vous aviez le Trophée d'Or. Voilà, qui était une course très intéressante. Bon. Je crois qu'on a fait le tour du côté de la partie histoire, du côté des coureurs, du cycliste du jour. Alors, il y en a plusieurs des cyclistes du jour, bien entendu à Saint-Amand-Montrond, c'est Julien Alaphilippe, qui, Julien comme Marc Sarrault, sont passés par le pôle de Saint-Amand-Montrond, le pôle espoir de Saint-Amand-Montrond. Quand on parle de Julien Alaphilippe, il ne faudrait pas non plus oublier Franck Alaphilippe, qui certes n'a pas été professionnel, mais a une petite carrière quand même chez les amateurs. Brian Alaphilippe qui lui était passé notamment par l'équipe de l'armée de terre et par Saint-Michel Aubert 93 qui désormais je crois détient un magasin de cycles, je crois désormais. Brian Alaphilippe, vainqueur d'une étape du Tour du Portugal, c'était en 2017, Brian Alaphilippe. Et puis du côté d'Orléans, vous avez déjà Florian Rousseau du côté de la piste, qui est né à Orléans. Sacré coureur, Florian Rousseau, du côté de la vitesse. Vous avez Patrice Esnault, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne en 1990, coureur chez RMO, chez Chazal également, dans sa carrière, qui a fini sa carrière en 1994 dans l'équipe Catavana AS Corbeil-Essonnes Cedico. Donc était une équipe professionnelle mais qui n'a fait qu'une saison du côté de cette formation. Patrice Esnault, il avait aussi remporté Paris-Bourges qui n'aura pas lieu cette année. Paris-Bourges, ils n'ont pas réussi à boucler le budget pour cette épreuve, donc on ne fera pas le débrief de Paris-Bourges. Et puis il avait remporté Paris-Camembert en 1990 et le Grand Prix du Midi Libre en 1987, vainqueur également du Chrono des Herbiers en 1984, donc un coureur qui a eu quand même 9 victoires chez les professionnels et 9 participations à des grands tours, 5 Tours de France, 4 Vueltas, 0 Giro, ce qui était pas forcément une exception à l'époque de ne pas faire le Giro quand on était français, parce qu'on n'était pas toujours très bien vu en Italie. On a également à Orléans, c'est la vie de Marion Sicot, qui s'était dopée, la coureuse française, qui n'a pas couru chez les pros depuis 2019, qui avait fait une dépression, qui a repris un petit peu le vélo pour faire des courses longue distance, je crois. Et puis Valentin Tabellion, par exemple, parmi les professionnels, qui est né à Saran. Saran, c'est la banlieue d'Orléans. Et puis vous avez Jean Maréchal, qui lui a remporté Paris-Tours, mais en 1930. Hein. Puis il avait remporté également 2 fois Paris-Soissons. Il a failli remporter Paris-Roubaix, mais il avait été déclassé de Paris-Roubaix. Dans les années 30, coureur qui a une carrière chez les professionnels de 1929 à 1947. Hein, c'est quand même compliqué d'avoir une carrière plus longue que ce coureur français. Allez, on regarde tout de suite le scénario, la stratégie de cette étape. Alors on va avoir, je pense, peu de coureurs dans l'échappée, peut-être 1 ou 2 coureurs qui voudront un petit peu, peut-être quelques coureurs qui voudront anticiper avant potentiellement les coups de bordure. Mais tu sais très bien que l'intérêt de partir dans une étape comme ça en échappée, c'est pas d'intérêt financier, c'est pas l'intérêt publicitaire, mais ça peut être intéressant de partir en échappée pour anticiper un coup de bordure. Si t'es pas le plus doué dans des coups de bordure, tu peux te dire, je pars en échappée.
Et puis après, une fois que ça déclenche l'échappée, enfin la première bordure me rattrape et comme ça je suis dans la première bordure. Donc ça peut être une idée. Mais oui, il faudra faire attention aux bordures sur la fin de course. Hein, à partir de vraiment sur la deuxième moitié de course, c'est très propice aux bordures. Il faudra faire vraiment attention dans cette zone-là. Et puis sinon sprint massif. Mais combien seront-ils dans ce sprint? Difficile à dire. Du côté de mes favoris, je mets quand même Binyam Guilhermet, même si c'est pas le plus à l'aise dans les bordures. Je me dis quand même que l'équipe Intermarché, quand même une équipe belge. Non, c'est surtout que sur les sprints, jusqu'à maintenant, il a quand même été impressionnant, Binyam Guilhermet. Donc je me méfierais de lui. Je mets en 2 Groenewegen. Néerlandais, hein. Lui, il connaît le sens du vent, Dylan Groenewegen. Donc c'est un coureur qui va être dangereux du côté de la Jayco-Alula. Et puis je mets Philipsen. Alors, on va encore me reprocher de mettre encore Philipsen. Oui, mais Alpecin dans les bordures, c'est quand même une équipe qui se fait assez peu avoir. Donc si on est dans des situations de bordure, lui, il va quand même avoir un train important autour de lui. Donc ça pourrait lui convenir. En grosse cote, Phil Bauhaus, l'Allemand. Parce que ça ressemble en fait beaucoup à l'étape d'Andorra dans le final. Donc ça pourrait lui convenir à Bauhaus. Puis bon... il avait fait un sprint où il était pas mal, Bauhaus. C'est pour ça que je le mets. Programme télé, départ fictif à 13h05. Il y aura un gros départ fictif. Hein. Il y a 20 minutes de fictif. Parce qu'on part du centre d'Orléans pour rejoindre l'extérieur d'Orléans. Je pense qu'il va y avoir un show Franck Ferrand. Ensuite, Romorantin-Lanthenay, le sprint intermédiaire à 130 km de l'arrivée entre 14h38 et 14h45. Vierzon à 98 km de l'arrivée entre 15h19 et 15h29. Je pense qu'il faudrait regarder à partir de ce moment-là. Vraiment. Et puis Issoudun à 62 km de l'arrivée entre 16h05 et 16h20 pour une arrivée prévue entre 17h24 et 17h46. Et puis nous, on se retrouvera juste après pour faire le débrief en short, TikTok. Et puis le soir à 21h pour faire le débrief de cette étape. Entre 21h et 22h, parce que ça dépend s'il y a beaucoup de choses à dire. Le débrief sera peut-être très long. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.